17 février 2014, j'ai tenu entre mes mains le Graal de beaucoup de sportifs. L'équipe suisse que j'entraînais, que je manageais, est devenue ce jour-là championne olympique de bob à deux à Sochi. Championne olympique. Une médaille d'or. Quelle émotion quand l'équipe passe la ligne d'arrivée et que le rêve devient réalité. 26 ans après mes débuts dans ce sport. 26 ans de doutes, d'échecs, mais aussi de joie, de victoires, de rencontres, de partage d'expériences. 26 ans. C'est long quand je repense à ma première descente. D'ailleurs, on me demande souvent comment on commence le bobsleigh. Comment un jour on a cette idée folle de s'asseoir dans une espèce de baignoire géante pour dévaler des toboggans classés à 150 km/h. Ma famille est une famille de sportifs. Mon père est un champion. Il a participé 2 fois aux Jeux Olympiques, en 1956 à Melbourne et 1960 à Rome, au lancer du disque. Ma première piscine, c'est la rivière du 3000 mètres steeple sur le stade d'athlétisme sur lequel il s'entraîne. J'ai donc littéralement toujours baigné dans cette atmosphère de sport. Et mon père avait un rituel quotidien. Lire le journal L'Équipe. Et dès que j'ai su lire, eh bien, j'attendais fébrilement qu'il ait fini de le lire ou qu'il s'endorme lors de sa sieste pour lui prendre son journal et écouter, regarder, lire le récit des champions et des événements sportifs internationaux. Toute mon adolescence a été baignée par ça. Le Tour de France, Merckx, Thévenet, Hinault, Fignon. Le football, le coup franc magique de Platini en novembre 1981 qui envoie la France au mondial en Espagne en 1982. Qui nous a donné beaucoup de joie, mais qui a aussi donné des sueurs froides aux collégiens et lycéens quand ils ont retrouvé ce coup franc lors d'un exercice de mathématiques avec la question suivante, en vous servant de formules trigonométriques, calculez la vitesse du ballon. 102 km/h pour ceux qui se posent la question. Expérience vécue. Le tennis, la rivalité Borg-McEnroe, Yannick Noah qui gagne en 1983 le dernier grand chelem pour les Français à Roland-Garros. Et bien sûr, l'athlétisme, Guy Dru, champion olympique en 1976, Pierre Quinon en 1984. Je fais du sport, je ne fais pas que le lire, je pratique le ski alpin, mais je garde de mon père cette pratique quotidienne de lire L'Équipe. Et un jour de septembre 1988, je tombe sur un petit article. Vous êtes grand, costaud et fort, vous courez vite, vous voulez représenter la France aux Jeux Olympiques, venez essayer le bobsleigh. Rendez-vous le samedi 10 septembre à Voiron pour des tests physiques. Il faut savoir qu'à cette époque, l'équipe de France de bobsleigh n'existe pas. On a vu Rasta Rocket qui retrace l'aventure de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh en 1988 à Calgary. Lors de cette édition, il n'y a pas de Français qui pratiquent ce sport. Mais 4 ans plus tard, en 1992, les Jeux ont lieu à Albertville en France. Et le comité olympique français veut que dans toutes les disciplines, la France soit représentée. D'où cette opération de recrutement. Je n'ai rien à faire ce samedi-là de particulier. J'habite à côté de Voiron, je m'y rends. On me fait courir, on me fait soulever des poids, on me fait pousser des bobs à roulettes. Et finalement, je suis dans les 20 meilleurs à qui on propose 1 mois plus tard de tester pour de vrai une descente en bobsleigh. Et c'est comme ça que je me retrouve en Autriche, à Eagles, sur la piste des Jeux Olympiques de 1976, aux manettes d'un bobsleigh avec des consignes très simples. Tu as une manette dans la main gauche, tu tires à gauche, ton bob il va à gauche. Tu as une manette dans la main droite, tu tires à droite, ton bob il va à droite. C'était ma première descente. Des milliers d'autres suivront. Des milliers d'autres où, chaque hiver, pratiquement chaque jour, j'ai fait un pas de côté. Ou plutôt un saut de côté. Les 10 premières années, c'était pour monter dans mon bob entre la phase de poussée et la phase de pilotage. Durant les 20 années suivantes, c'était pour enseigner aux bobeurs que j'entraînais comment réaliser ce geste, pour qu'il devienne automatique et parfait et qu'il participe à l'atteinte de notre objectif. Parce que pendant ces 30 ans, j'ai toujours eu en tête cet objectif d'un titre olympique.
Un titre ambitieux, certes, mais aussi tellement motivant, qui vous permet de dépasser vos limites physiques, qui vous fait oublier les courbatures, les douleurs articulaires, le goût du sang dans la bouche quand votre séance est tellement intense que vos muscles sont gorgés d'acide lactique, qui vous fait dépasser également vos limites mentales, qui vous fait entraîner votre capacité de résilience quand les mauvais résultats s'enchaînent ou quand une blessure vous met sur le côté pendant des semaines, des mois, voire toute une saison, qui vous apprend aussi à gérer le stress quand l'échéance approche, quand de bobeurs anonymes pendant des années, vous vous retrouvez sous la loupe olympique qui grossit 10 fois, 100 fois toutes les actions que vous faites. Et pour arriver à gérer tout ça, on fait ce qu'on appelle un BPO, un business plan olympique, comme peuvent le faire des entreprises. On définit des objectifs annuels, trimestriels, mensuels. On définit les actions qu'on va mettre en place pour qu'au final, notre plan d'action amène cette médaille autour du cou. En progressant petit à petit, en faisant progresser toutes les composantes de la réussite. Mais également en faisant de temps en temps des pas de côté pour aller voir ce que font les autres. Comment ils progressent, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs outils. Non pas pour copier bêtement tout ce qu'ils font, mais pour s'en imprégner, s'en inspirer et les adapter à notre propre pratique, en gardant nos valeurs, nos qualités et notre moi profond. C'est ça qui nous permet de progresser et qui nous permet, dans notre cercle de confiance, d'aller chercher les limites, d'aller au bord. Parce que dans ce cercle, on sait qu'il ne peut rien nous arriver. Et parfois, on essaye d'en sortir un petit peu. Et un peu plus. Mais pas trop loin. Parce qu'il faut qu'à tout moment, on puisse revenir à l'intérieur de ce cercle où on n'a aucun doute. Pour pouvoir revenir à quelque chose qui nous plaît, qui est stable quand on a des échecs. Parce que des échecs, on en aura. Lors des Jeux de 1992, je suis sélectionné. 4 ans après mes débuts en bobsleigh. Faire les Jeux olympiques, pour un sportif, c'est exceptionnel. Faire les Jeux olympiques dans son propre pays, c'est encore plus rare. La cérémonie d'ouverture, le défilé, rentrer en tant que dernière délégation dans ce stade, Michel Platini qui allume la flamme, les entraînements, la compétition, la ferveur populaire en France, le dernier entraînement avec la sélection franco-française pour décider qui participera à ces Jeux. Et finalement, je suis remplaçant. Je fais tout lors de ces Jeux olympiques, sauf la compétition. La déception est immense. Mais 2 ans plus tard, les prochains Jeux arrivent. Pourquoi 2 ans et non pas 4 ans? Parce qu'à cette époque, le comité olympique a décidé de décaler les Jeux d'hiver et Jeux d'été. Après 92 Albertville, on aura 94 Lillehammer. Je me remets en place. Arrive 94, et pour quelques points dans un classement international, je ne participe pas non plus à ces Jeux. Résilience quand tu nous tiens. Je continue quand même le bob, mais comme le dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Je change de matériel, je change d'équipier, je change d'entraîneur. Et ça fonctionne. En février 95, à Winterberg en Allemagne, avec mon équipier, nous décrochons une médaille de bronze au championnat du monde. La première dans cette discipline et dans l'histoire de ce sport pour la France. La machine est relancée dans 3 ans. Les Jeux olympiques à Nagano se profilent. Février 1996, Calgary, championnat du monde. À l'avant du bob, j'ai le numéro 3 qui montre que l'année d'avant, je suis médaillé. Et là, je finis 23e. 23e! C'est jamais facile de gagner une médaille, mais entre 3e et 23e, 8e, 10e, 12e. Et je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pourtant bien entraîné. On n'a pas tout changé. Comment se fait-il qu'on était 3e il y a 1 an et 23e aujourd'hui? J'essaye de repenser à cette semaine à Winterberg où on a gagné la médaille. Et je me rends compte d'une chose primordiale, d'un oubli. J'ai oublié d'analyser mon succès. Je n'ai pas fait de feedback de cette semaine où tout a fonctionné. Parce que souvent, quand on investit son temps, son argent, sa sueur, sa vie de famille dans un objectif et qu'on réussit, il est facile de se dire, c'est normal qu'on réussisse, on a tellement travaillé. Et on peut éviter, on peut ne pas arriver à dissocier l'émotion de la réflexion.
Alors qu'en faisant un pas de côté, en prenant du recul, de la hauteur, on va pouvoir analyser froidement et avec méthode ce qui a fonctionné. Avec 3 points essentiels. Le premier, c'est est-ce que cette fois-là, il y a eu des différences dans ce qu'on a fait? Pour se rendre compte du process consciemment qu'on a mis en place. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a utilisé de nouvelles compétences pour se rendre compte de sa propre amélioration? Et enfin, avec la réponse à ces 2 questions, comment on peut améliorer notre processus du succès? Innover pour toujours se motiver. Et ces 3 questions sont primordiales pour maximiser vos chances de réussite. Et elles entraîneront une dernière petite question. Et si? Et si ce jour-là, lors de la compétition, il avait neigé? Est-ce que j'avais tout le matériel pour performer? Et si, lors de ce rendez-vous commercial, mon client m'avait posé telle question ou demandé tel document? Est-ce que j'étais apte à lui répondre, à lui apporter ce qu'il demandait? Pour prévoir ce qui aurait pu se passer et que vous n'aviez pas prévu, pour vous préparer sans être forcément obligé de passer par l'échec pour apprendre. Améliorez continuellement votre plan d'action pour le partager avec votre équipe. Parce que vous travaillerez toujours en équipe. Que vous soyez dans un sport individuel ou dans une entreprise individuelle, vous aurez toujours autour de vous une équipe. Ça peut être un préparateur mental, physique, un diététicien. Ça peut être vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Vous travaillerez en équipe. Avec des différences culturelles, des différences d'éducation, des différences d'opinion, des différences de croyances. Servez-vous de ces différences pour en faire une force. Partagez vos expériences. Ne restez pas assis sur votre chaise, mais asseyez-vous à la place de vos collaborateurs. Asseyez-vous à la place des gens de votre équipe pour voir comment ils pensent, comment ils fonctionnent. Pour petit à petit agrandir la base de votre pyramide du succès. Et plus la base de cette pyramide sera grande et stable, et moins vous prendrez de risques en ajoutant une pierre à son sommet pour vous rapprocher de votre objectif final. Car tous ces pas de côté, finalement, qu'ils soient techniques, comme monter dans un bobsleigh, qu'ils soient du type management, logistique, structurel, eh bien, ils vous feront progresser. Leurs effets vont s'additionner, vont se multiplier même dans un seul et unique but. Faire en sorte que quand votre 17 février 2014 sera là, vous soyez prêts et vous ne passiez pas à côté de ce moment. Merci.